Bonjour tout le monde. Je reconnais certaines personnes. Bonjour. Bonjour. Euh, je ne sais pas si on attend genre 1 minute avant de commencer, peut-être que les gens se connectent. Je vais aussi regarder mes mails si des gens ont des problèmes de connexion, juste pour être sûr. Ok. Ça va aller. Parce que pour le moment, des adultes, pas beaucoup d'enfants. Ok. Donc peut-être on peut commencer. Déborah, est-ce que tu... Ok. Je suis prête. Alors, bonjour à tous, je suis Déborah, neuroscientifique à Berkeley en Californie. Et nous sommes très heureux de vous retrouver ici pour la première édition multilingue de la revue pour enfants de la conférence OHBM. Cette rencontre est enregistrée, vous pouvez éteindre vos caméras et vos micros si cela vous gêne. Et vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat de Zoom ou sur le chat de Sparkle et nous y répondrons après la vidéo. Je suis très heureuse de vous présenter le docteur Anaïs Liorens. Comment Anaïs est-elle devenue scientifique ? Après un bac scientifique, Anaïs a fait une licence de biologie et un master de neurosciences à Marseille, où elle a aussi obtenu son doctorat. Et elle a ensuite continué sa recherche sur le cerveau en Australie et en Norvège. Elle se trouve aujourd'hui à Berkeley en Californie, où elle étudie le langage et la mémoire dans le cerveau. Et c'est à Berkeley qu'elle a rencontré le reste de l'équipe qui vous accompagne aujourd'hui, Dr Ludovic Bellier et Dr Atina Tsovara, et moi-même. Anaïs va maintenant nous raconter ce qui fait un bon scientifique. Donc, je vais commencer par vous rejouer la vidéo de la lecture que j'ai préenregistrée et ensuite on répondra à vos questions. Alors, je vais partager mon écran avec le son. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire partie des scientifiques d'aujourd'hui qui rencontrent ceux de demain au travers de la conférence Organization for Human Brain Mapping, ou OHBM 2021. Je m'appelle Anaïs Liorens, je suis docteur en neurosciences cognitives. Mon travail consiste à mieux comprendre les mécanismes cérébraux impliqués dans la mémoire de travail et le langage. J'ai fait mon doctorat à Marseille, en France, et après être passé par différents pays, je travaille maintenant à l'Université de Californie, Berkeley, dans la baie de San Francisco. Ici, vous pouvez voir le campanile du campus et au loin, la baie San Francisco avec Alcatraz et le fameux Golden Gate Bridge. Si vous avez des questions sur mon parcours ou mon travail, je serai ravie d'y répondre lors de la revue en direct le 23 juin prochain. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet sur lequel je travaille avec de nombreux autres scientifiques au sujet de la diversité en sciences. Cette présentation est intitulée « Et si toi aussi, tu devenais scientifique ?» Commençons d'abord par quelques définitions. Tout d'abord, la science, c'est quoi ? Eh bien, c'est la connaissance que l'on a des choses.
c'est questionner le monde en posant des questions et en créant des hypothèses et des expériences pour tenter d'y répondre. Quelque part, on fait tous de la science sans même s'en rendre compte. Vous savez par exemple qui sont les champions de la science? Vous avez une idée? Eh bien, il s'agit des bébés. En effet, pour apprendre le monde, les bébés vont découvrir et explorer leur environnement. Et vous avez sûrement déjà dû voir des enfants prendre les objets, les toucher, voir le bruit qu'ils font, ou même les mettre à la bouche. Bref, les bébés, ce sont des vrais scientifiques en herbe. Ensuite, quand on pense à des scientifiques, le plus souvent, où les imagine-t-on travailler? Eh bien, pour beaucoup de monde, il s'agit du laboratoire de chimie, avec cette paillasse et les fameux tubes à essai et autres pipettes. Eh bien, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres façons de faire de la science. Par exemple, on peut la faire sur le terrain. On peut être archéologue et essayer de découvrir des anciens trésors cachés. On peut aussi être astronome et donc travailler dans un observatoire où on va observer les planètes et essayer de mieux comprendre l'univers. On peut aussi travailler avec des malades pour mieux comprendre la biologie du corps humain. C'est par exemple le cas des neurosciences. Dans mon domaine, la neuroscience cognitive, les neuroscientifiques, ils étudient les différentes fonctions cognitives. Par exemple, nous essayons de comprendre comment on fait pour pouvoir parler, mais donc comprendre le langage et aussi pouvoir communiquer. On essaye aussi de mieux comprendre comment on peut penser, raisonner, réfléchir, ou se concentrer sur une tâche. Aussi, mieux comprendre comment notre cerveau nous aide à nous souvenir d'événements et à aussi créer potentiellement de nouveaux souvenirs et à imaginer ce qui peut se passer ensuite. Et aussi, à essayer de rassembler des informations extérieures et d'avoir une image mentale de ce qui se passe dans notre environnement. Voilà des aspects de la neuroscience cognitive. Ensuite, à votre avis, à quoi ressemblent les scientifiques? Essayez de vous représenter mentalement un scientifique. Vous l'avez? Eh bien, pour beaucoup de personnes, quand on demande d'imaginer un scientifique, ça va ressembler à quelque chose comme ça. En effet, ceux-ci sont des dessins faits par des enfants lorsque l'on leur demande de dessiner un scientifique. La plupart du temps, ils vont dessiner un homme blanc avec des lunettes et une blouse blanche. Évidemment, cette représentation, elle n'est pas complètement fausse, car il y a en effet plus d'hommes que de femmes en sciences. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. C'est une courbe où on voit qu'il y a une inversion entre deux courbes. Par exemple, nous voyons qu'à la fin du lycée, entre les filles qui sont en rouge et les garçons qui sont en bleu, il n'y a pas vraiment de différence de proportion entre filles et garçons. Par contre, quand on avance dans l'université et les études scientifiques, on voit que l'écart entre les deux sexes se creuse. On voit qu'il y a moins de filles qui rentrent en licence et en master de sciences, encore moins en doctorat, et on a encore moins de filles chercheurs dans le secteur public et privé en France. Mais ce phénomène, il n'est pas du tout unique à la France. Par exemple, si on regarde les chiffres en Europe, on voit exactement la même chose. On voit qu'à la fin du lycée, il y a même un peu plus de filles que de garçons. Mais ensuite, ça s'inverse. À l'université, il y aura plus de garçons que l'on voit en rose et moins de filles que l'on voit en vert. Et on voit que l'écart se creuse quand on avance dans la carrière scientifique. On voit qu'il n'y a environ que 20% de femmes qui sont des professeurs en sciences contre 80% d'hommes qui sont professeurs en sciences. On peut quand même noter qu'il y a une amélioration au fur et à mesure des années, ici ou même ici, mais on voit quand même qu'on est encore loin de la parité entre les sexes. Et on peut aussi voir ce phénomène quand on regarde les étudiants qui s'inscrivent en classe préparatoire aux grandes écoles. On voit par exemple ici les étudiants qui s'inscrivent en sciences, en économie ou en filière littéraire. On voit que la proportion de filles en bleu est beaucoup plus petite que la proportion de garçons en rouge, surtout en ce qui concerne les filières scientifiques. Donc, à votre avis, pourquoi moins de filles choisissent des carrières scientifiques? Est-ce que vous pensez que la représentation que l'on a du scientifique avec sa blouse blanche et ses lunettes peut aussi avoir une influence sur le choix de carrière des filles ou d'autres groupes en ce qui concerne les sciences? Eh bien, c'est en effet le cas. C'est en partie à cause des idées reçues qu'on appelle aussi stéréotypes que nous avons sur les scientifiques. Et que c'est à cause de ces stéréotypes que certaines personnes vont peut-être décider, mais même de façon inconsciente, de ne pas poursuivre une carrière scientifique. Alors,
on peut se poser la question d'où viennent ces stéréotypes. Eh bien, ils ont plusieurs origines. La première origine, c'est les médias, la culture ou même la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes exposés à une image des scientifiques qui est assez biaisée dans la série télé, la culture populaire et la société. Souvent, les scientifiques sont représentés par des hommes blancs, un peu fous ou un peu étranges qui ont du mal à être intégrés dans la vie sociétale plus classique. Et il y a quand même eu beaucoup d'améliorations, de progrès faits ces dernières années pour améliorer la représentation de la communauté scientifique dans les médias. Par exemple, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les femmes en sciences afin d'augmenter leur visibilité. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour changer cette image de l'homme blanc avec sa blouse blanche dans les médias français et aussi étrangers. L'autre origine des stéréotypes, elle est beaucoup plus difficile à repérer car elle vient de nous-mêmes et elle est plus souvent implicite. Ça veut dire que c'est une image, un préjugé que nous avons sur les gens, mais aussi sur nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Donc, par exemple, d'après vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être scientifique? Eh bien, moi, je dirais qu'il faudrait être curieux, mais aussi aventureux. Il faudrait être inventif et fort en mathématiques, en physique-chimie ou en biologie, c'est-à-dire en sciences. Et selon vous, qui possède ces qualités? Parmi toutes ces personnes, pensez-vous qu'il y a des gens qui seraient meilleurs que d'autres à avoir ces qualités? Eh bien, il a été scientifiquement démontré dans de nombreuses études que pour la majorité d'entre nous, de façon implicite, sans même que nous nous en rendions compte, nous attribuons ces qualités plus souvent à des hommes de peau blanche. Pourtant, cette idée est totalement fausse. C'est une construction de notre imaginaire et de notre société qui nous font penser implicitement que les hommes blancs seraient meilleurs que des autres groupes de personnes en sciences. Mais depuis, il a été démontré scientifiquement que la science n'est pas réservée à un groupe d'individus qui seraient prédisposés à posséder ces qualités. Non, ça n'est pas vrai. On a tous le même potentiel, et ce, peu importe notre genre et notre couleur de peau. On a tous exploré le monde étant bébé, pas vrai? Donc, il n'y a pas de raison que cela diffère lorsque nous sommes adultes. Et par exemple, voici un échantillon de ce à quoi ressemblent les scientifiques aujourd'hui. Tous ces gens sont docteurs en sciences, viennent de différents pays et parfois travaillent dans d'autres pays. Nous avons ici des Américains de différentes origines. Nous avons ici un Tunisien qui travaille au Canada, une Hollandaise qui travaille aux États-Unis, une Israélienne, un Français, un Brésilien, une Algérienne. Bref, tout ce monde a un but commun qui est de faire avancer la science. Bien sûr, il y a des hommes, mais pas que. Il existe des gens de toutes les origines en sciences, mais il n'y en a pas encore assez. Nous devons travailler ensemble pour augmenter la diversité en sciences. Alors, vous pouvez me demander, mais pourquoi est-ce important d'augmenter la diversité en sciences? Eh bien, tout simplement parce que plus de diversité signifie plus de points de vue et de raisonnements différents, ce qui veut dire plus de nouvelles idées, ce qui est essentiel à la science. Nous devons faire un travail d'équipe où chacun apporte ses compétences si l'on veut faire de la science de qualité. Par exemple, mettre en commun nos expériences, qui sont ici représentées par des cercles de couleurs, nous permet de créer de nouveaux concepts, de nouvelles combinaisons d'idées que nous ne pourrions pas avoir si nous restions chacun dans notre coin. Par exemple, dans cette représentation ici, si les scientifiques ne partagent pas leurs expériences, ils ne seront pas capables d'avoir l'idée générale de ce qu'ils voient. Ils auront chacun leur conception de leur monde, du vérité, selon ce qu'ils touchent et ce qu'ils voient, mais ils ne seront pas en mesure de voir qu'en fait, il s'agit d'un éléphant. Donc, la mise en commun de différents points de vue et de différents raisonnements permet d'augmenter la qualité de la science et de faire des découvertes qui sont plus proches de la réalité. Donc, ce qui est important ici de retenir pour vous, c'est que si vous êtes intéressé par la science, alors lancez-vous. Nous avons besoin de vous. Et je voudrais vous remercier, bien sûr, d'avoir écouté cette vidéo. Et j'espère, vous a convaincu que vous aussi, vous pouvez être scientifique. Et je voulais aussi remercier mon laboratoire. Donc, vous pouvez ici voir un échantillon
de gens lors de différentes célébrations. Et je voudrais aussi remercier tous les scientifiques qui sont nommés ci-dessous, et principalement Atina Tsovara, Sabine Kachner, Bob Knight et Nina Dronkers, avec qui je travaille sur la question des stéréotypes de genre en sciences. Comme vous pouvez le voir, la science, c'est un travail d'équipe, et parfois à travers beaucoup de pays. Ici, par exemple, en orange, sont représentés les pays avec lesquels je travaille actuellement sur ce projet des femmes en sciences. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit me les faire parvenir par écrit, soit venir me les poser en direct lors de la revue qui aura lieu en ligne le mercredi 23 juin à 19 h. Je vous y attends et j'espère vous y voir. Merci beaucoup. Bien. OK. Après cette vidéo, nous allons passer à des questions. Nous avons reçu des questions des élèves du collège Vallon-des-Pins, pardon, de Marseille. Et la première question, c'est quelles études avez-vous faites pour devenir scientifique et en combien d'années? Donc, c'est une bonne question. Alors, ça dépend des pays et même des excusez-moi, je me mets en haute. Ça dépend des pays et aussi parfois des disciplines. Mais en France, on a ce qu'on appelle le système LMD, donc licence, master, doctorat. Le doctorat est généralement financé pour 3 ans, mais la plupart du temps, il se fait en 4 ans en moyenne en France. Aussi, il est intéressant de savoir que le master, on commence déjà à faire des stages en laboratoire pendant le master, qui peut aussi être parfois indemnisé. Et les doctorats, nous sommes payés pour faire des doctorats, en tout cas dans les filières de sciences dures. Il est obligatoire d'avoir un financement pour faire un doctorat. Donc, on commence à être financé pendant le doctorat. Mais encore une fois, pour devenir scientifique, il n'y a pas un seul parcours. Il y a plusieurs parcours possibles. Par exemple, on peut aussi faire des études d'ingénieur. On peut aussi faire médecine ou des sciences computationnelles ou de la physique, par exemple, et ensuite revenir sur une filière scientifique. Donc, il y a plusieurs façons possibles de devenir scientifique, mais la voie la plus classique est la voie dite LMD, licence, master, doctorat. Alors, une seconde question qui a été posée à l'ensemble de l'équipe. Par quel pays êtes-vous passé? Alors, ça, c'est une bonne question. Et du coup, j'ai juste à vous partager une petite image que nous avons faite. Donc, en fait, c'est juste pour vous représenter un peu où nous sommes tous passés, parce que nous avons vraiment vécu dans différents pays. Donc, Atina Tsovara est grecque. Elle a travaillé en Suisse, où elle a fait son doctorat, si je ne m'abuse. Ensuite, elle est partie faire un postdoc et un premier postdoc. Ensuite, elle est partie faire un autre postdoctorat. Donc, ce qui veut dire, une fois qu'elle a obtenu son doctorat, elle a eu des contrats avec d'autres laboratoires. Elle est partie travailler à Berkeley, en Californie. Et ensuite, elle est maintenant assistante professeure à Berne, en Suisse. Déborah est parisienne et israélienne. Donc, elle a grandi à Paris. Elle a fait sa thèse en Israël. Elle a aussi travaillé à Singapour. Pendant ta thèse ou à la fin de ta thèse, je ne sais plus exactement à Pendant quel le moment. doctorat. Pendant le doctorat. Et elle est maintenant à Berkeley, en Californie, avec moi. Ludovic a travaillé à Paris. Il a ensuite travaillé à Lyon. Et maintenant, il est en postdoc aussi à Berkeley. Et en ce qui me concerne, j'ai fait mon doctorat à Marseille. Et je suis ensuite, à la fin de mon doctorat, je suis partie vivre à Brisbane, en Australie, pour faire ce qu'on appelle un visiting scholar, c'est-à-dire j'ai eu des fonds des bourses pour pouvoir travailler sur un projet particulier à la fin de ma thèse. J'y suis allée 2 fois, 3 et 4 mois. Et ensuite, j'ai fait un premier postdoctorat à Oslo, en Norvège, pendant 3 ans, en collaboration avec Berkeley. Et je suis maintenant à Berkeley depuis 2 ans et demi pour la fin de mon postdoctorat. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez mondial comme représentation. Il est vraiment facile de voyager avec dans notre métier, et il est même, on va dire, assez recommandé de voyager, d'avoir des expériences à l'étranger. En Europe et par exemple en France, il est fortement recommandé, si ce n'est attendu, d'avoir une expérience à l'étranger avant de pouvoir candidater sur des postes de professeur en Europe. Donc, c'est un peu
une sorte de passage obligé, mais une fois qu'on y est, on se rend compte aussi de l'opportunité que cela crée, car ça nous permet de travailler avec des grands noms, des gens en dehors de notre zone de confort, de rencontrer des gens, d'augmenter notre réseau et aussi nos façons de travailler, car on doit être flexible pour apprendre à travailler dans différents milieux. Ça nous permet aussi de nous adapter, d'augmenter un peu nos façons d'augmenter nos connaissances, de diversifier nos façons de travailler, nos techniques. Et aussi parce que nous travaillons tous en anglais, donc nous avons une langue commune pour communiquer. Et en plus aussi d'avoir vécu dans différents pays, il y a aussi quelque chose qui est très commun, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, qui sont les conférences et les collaborations. Donc, il est rare pour un scientifique de ne pas aller une fois à l'étranger par an pour une grande conférence ou pour une collaboration avec d'autres chercheurs et d'autres laboratoires. Donc, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est vraiment un métier qui est très, on va dire, international et c'est une richesse assez importante car, comme on le dit dans la vidéo, ça permet de croiser des connaissances et d'augmenter la diversité. Avant de passer à la troisième question des élèves du Collège Vallon des Pins de Marseille, nous avons une question dans le chat de Avocat Bruce, qui est, du coup, c'est obligatoire de parler anglais pour être scientifique? Donc, c'est une bonne question et bien, je dirais c'est plus facile. C'est assez obligatoire, oui, parce que dans le cadre où on veut pouvoir disséminer nos recherches et donc publier les recherches, il est plus facile de les publier en anglais si on veut avoir pouvoir, on va dire, communiquer avec plus de personnes et pouvoir en fait toucher plus de personnes. Et aussi, le problème aussi, c'est la lecture, c'est que tous les papiers que nous utilisons, sur lesquels nous basons nos expériences ou ce qui a été fait d'abord en sciences, la plupart est en anglais. Donc, c'est vraiment un handicap de ne pas parler anglais. Après, si je peux parler de ma propre expérience, moi, je n'étais pas excellente en anglais avant de rentrer en doctorat. Et c'était, par exemple, un de mes problèmes. J'avais vraiment peur. J'étais concernée par le fait de ne pas pouvoir parler anglais et du coup de louper ma carrière ou d'avoir des gros problèmes. Mais en fait, ça s'apprend aussi sur le tas parce en fait, comme c'est obligatoire et c'est partout, au bout d'un moment, il est facile de développer en gros un anglais scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des termes scientifiques que je n'utilise pratiquement qu'en anglais et qui sont même parfois pour moi difficiles à savoir en français. Donc, par exemple, les premières années de mon doctorat, il était plus facile pour moi de parler de neurosciences en anglais que d'aller acheter mon pain lors des conférences à l'étranger. Voilà. Mais après, c'est des choses qui se développent et aussi, il faut se rendre compte que tout le monde est dans la même situation. Et ça, c'est assez important de se rendre compte que tout le monde doit parler anglais. Donc, tout le monde a un accent différent, tout le monde a une façon de parler différente, mais on fait en sorte que ça fonctionne parce que l'important, c'est le fond et non la forme, entre guillemets. Donc, tout le monde fait l'effort de comprendre l'anglais de chacun, etc. Donc, ça fonctionne bien, mais ça ne doit pas être vu comme un handicap. De ne pas parler anglais avant le doctorat, ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. Anaïs, une autre question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, donc, c'est un peu une question qu'on peut diviser en deux. Il y a, donc, qu'est-ce qui a donné envie d'être scientifique et ensuite d'être neuroscientifique? Donc, c'est une question qu'on a discutée un peu hier entre nous avec Déborah et Ludovic et Atina. Et en fait, être scientifique, c'est un peu aussi ce qu'on dit dans la vidéo. C'est ce côté, cette curiosité, cette envie de comprendre comment les choses fonctionnent, de faire avancer les connaissances. Et aussi, il y a quand même un côté travail en équipe, de pouvoir travailler en équipe pour résoudre des mystères, faire avancer la connaissance un peu humaine. Et puis, c'est un milieu qui est stimulant. C'est intéressant d'être autour de gens qui ont des hypothèses différentes, etc. Où on voit qu'on essaye de paver la route pour les nouvelles connaissances. Et c'est quelque chose qui est assez agréable à faire avec d'autres personnes. Et j'avoue que c'était, personnellement aussi, c'est ce que je me souviens quand j'étais au lycée et que j'avais mes classes de biologie, j'adorais comprendre. C'était plutôt ça, c'était cette façon de comprendre comment les choses fonctionnaient, qui, je trouve, c'est un peu comme quand on apprend à lire.
c'est ce côté d'un coup, on a un nouveau monde qui s'ouvre. Et c'était un peu ça, pourquoi la science. Et la neuroscience, et aussi il y a l'aspect donner des cours aussi, qui est aussi important en sciences. Ce côté, une fois qu'on a compris, pouvoir aussi disséminer nos connaissances aux générations futures qui, eux, peuvent se baser sur ces nouvelles connaissances pour créer des nouvelles, qui est aussi assez intéressant, cet aspect d'enseignement. Et pourquoi la neuroscience? Eh bien, parce que le cerveau reste quand même un des plus gros mystères de notre époque. Et je trouve que c'est fascinant. Et ensuite, et aussi, il y a le côté pathologie cérébrale qui sont quand même des choses assez incroyables et qui sont des problèmes sociétaux très courants. L'Alzheimer, Parkinson, ce sont des mots qu'on entend souvent. Et donc, c'est vrai que il y avait cet attrait de mieux comprendre comment le cerveau fonctionnait. Et aussi, pour moi, je suis tombée dans la neuroscience quand j'ai fait ma licence de biologie eucaryote à Lumini à Marseille, où j'ai fait une option de neurosciences cognitives qui était sur le sommeil et la mémoire. Et j'avais trouvé ça fascinant. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi en master de neurosciences, à essayer de mieux comprendre en gros le cerveau. Et parce qu'aussi, ce qui est assez fascinant quand on y pense, c'est que le cerveau est le seul organe qui s'étudie lui-même. Parce que j'utilise mon cerveau pour essayer de mieux comprendre le cerveau et je trouve que cette mise en abîme est aussi assez intéressante. Lui, il sait comment il fonctionne, mais moi, j'aimerais bien comprendre comment il fonctionne. Donc, voilà, c'est ce côté aussi, cet aspect assez intriguant que je trouve fascinant sur la neuroscience. OK. Prochaine question. Est-ce que des gens ont déjà essayé de bloquer votre carrière parce que vous étiez une femme? Alors, c'est une bonne question. Alors, bloquer est un terme assez fort. Donc, je dirais bloquer, non, je ne me suis jamais sentie bloquée. Aussi parce que les choses ont changé, les temps ont changé. Et maintenant, c'est vrai enfin, bloqué, c'est pas le cas. Mais il y a des cas dans lesquels ça arrive. Donc, il y a quand même des gros cas de discrimination. Ça peut être des harcèlements sexuels ou même des discriminations autres, raciales ou de genre dans mon cas, etc. Mais j'ai eu la chance de ne pas avoir ou de ne pas subir ce genre de blocage aussi important qui m'aurait bloqué dans ma carrière scientifique. Donc ça, j'avoue que j'ai cette chance de ne pas avoir subi de telles discriminations qui m'ont bloqué dans ma carrière. Mais il reste quand même qu'il y a une différence de traitement entre les femmes et les hommes en sciences en général, qui est assez visible par de petites choses. Par exemple, ça peut être des comportements déplacés, des attentions non voulues, qui sont donc des côtés comportementaux, mais aussi au niveau du métier lui-même. Il y a quand même un peu des restes de patriarcat qui restent. Par exemple, les scientifiques femmes sont souvent vues comme les secrétaires pour les prises de notes pendant des réunions. Il y a aussi ce côté où on sent que par exemple, moi-même, je me souviens d'avoir vécu des lectures pendant lesquelles je parlais et je n'étais pas autant écoutée que lorsque mon collègue mâle homme prenait la parole. Donc, il y a aussi des fois une différence dans la façon dont on est pris au sérieux. On est un peu moins pris au sérieux. On doit travailler plus pour montrer qu'on sait autant. Et donc, ça, c'est aussi un problème par rapport à ça. Donc, on sent quand même qu'il y a d'autres attentes entre les scientifiques femmes et les scientifiques hommes. Et aussi, il y a un aspect qui est assez étrange qui fait que tout cela impacte notre propre confiance en nous. C'est-à-dire que même nous, en tant que femmes, des fois, on se sent moins légitime d'être scientifique, au moins à notre place, parce qu'on est réduite à des postes, des fois, de secrétaire ou des choses comme ça. On n'est pas souvent vu comme la personne qui va mener la conversation. Et c'est vrai que même nous, du coup, on a ce propre problème d'ego qui est dû à cet environnement et qui fait que, par exemple, on oserait moins envoyer nos papiers dans des journaux plus importants, des choses comme ça. Nous-mêmes, on pense des fois que, du coup, on est moins légitime que nos collègues masculins. Donc, pour répondre à la question, je ne pense pas avoir été bloquée dans ma carrière, mais je pense que cette accumulation de petites choses au quotidien
font que ça a un impact sur ma carrière qui fait que des fois, moi-même, j'ose moins m'imposer ou j'ose moins avoir confiance en ma propre recherche que certains hommes autour de moi. La prochaine question est quelles expériences faites-vous dans le domaine de la neurologie? Alors, la neurologie, c'est la discipline clinique. La neurologie, c'est le docteur qui s'occupe des pathologies neurologiques, comme par exemple l'épilepsie ou l'Alzheimer. Donc, le neurologue est la personne qui va traiter le patient qui a des pathologies cérébrales. La neuroscience, c'est l'étude du cerveau. Et donc, la neuroscience, qui est l'étude du cerveau, a différents niveaux. Donc, on peut faire de la recherche en neurosciences pour comprendre le cerveau à différentes échelles. On peut faire, par exemple, de la recherche sur des cellules donc en in vitro. Donc, on peut essayer de voir comment les neurones fonctionnent dans une boîte je ne me souviens plus du mot. Mais oui, donc on peut faire des cultures de cellules, etc. Donc, on peut travailler au niveau des patchs, on peut travailler au niveau de la cellule, on peut aussi travailler avec des animaux pour mieux comprendre différentes parties du cerveau, etc. Oui, on peut travailler avec des animaux, on peut travailler sur le comportement humain, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire juste étudier le comportement humain ou le comportement des animaux, parce qu'on sait que le comportement est relié évidemment au cerveau. On peut travailler sur des modélisations, c'est-à-dire des modèles ordinateurs, des modèles computationnels de comment le cerveau fonctionne. On peut travailler sur la théorie du cerveau, essayer de comprendre comment les choses s'emboîtent les unes dans les autres pour parler, par exemple. Et on peut travailler sur la cognition. Dans notre cas, nous, on travaille sur la cognition des neurosciences, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de comprendre comment notre cerveau dicte nos comportements, des choses comme ça. On essaie de faire le lien entre un peu le comportement et le fonctionnement du cerveau. Et donc, pour faire ça, on analyse l'activité cérébrale. Et donc, il y a beaucoup de façons d'analyser l'activité cérébrale. Par exemple, celle que vous devez connaître, c'est peut-être l'IRM. L'IRM fonctionnel est une façon de regarder comment le cerveau s'active lorsque l'on fait quelque chose. Dans notre cas, on utilise ce qu'on appelle l'électroencéphalographie. Ça s'appelle l'EEG. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des petits capteurs sur la tête de sujet et on va enregistrer le courant, l'électricité qui est en fait dans notre cerveau, qui est normalement dans notre cerveau lorsque des neurones communiquent entre eux. Donc, quand les neurones communiquent entre eux, ça veut dire qu'on fait quelque chose et ces neurones vont transmettre des molécules biologiques, des neurotransmetteurs, et cette transmission va créer des courants que nous, on va pouvoir capter à la tête de notre cerveau. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour voir en fait comment on fait des tâches. Par exemple, on va demander au sujet qui a des capteurs sur la tête de faire une tâche de mémoire. Par exemple, je vais lui demander de se souvenir de 5 lettres et quelques secondes après, je vais lui demander est-ce que cette lettre, par exemple, si je lui demande A, B, C, D, E, je peux lui demander ensuite est-ce que N était dans la liste et il va devoir me dire oui ou non. Et moi, pendant ce temps, je vais regarder au niveau de ces capteurs, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Et tout ça, par exemple, pour essayer de mieux comprendre comment on peut garder en mémoire des choses dans notre cerveau. Donc ça, ce sont les genres d'expériences que nous, on fait dans notre laboratoire. Et en plus, on a une autre technique un peu particulière qui est qu'on travaille avec des patients qui ont des électrodes, qui ont ces petits capteurs, mais directement dans le cerveau. Pour des patients, ce sont donc dans le cadre d'une maladie qui s'appelle l'épilepsie, où ces gens vont à l'hôpital et on essaye de les soigner avec des électrodes dans la tête. Et donc, nous, on va faire exactement ces mêmes tests de mémoire, sauf qu'on va regarder non pas ce qui se passe à la surface de la tête, mais dedans. Ok, nous avons une question en direct. La parole est à toi. C'est quoi la neuroscience? Alors, la neuroscience, c'est l'étude de ce qui se passe dans ton cerveau. Et donc, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui fait que tu viens de me parler? Comment est-ce que tu as pu me poser cette question? Par exemple, comment est-ce qu'on sait? Comment tu as pu savoir que c'était ce que tu voulais me demander? Et même comment tu as pu formuler ces mots et produire ces mots avec ta bouche? Par exemple, ça s'appelle la cognition. Et ça, c'est la neuroscience cognitive. Et c'est exactement ce que je fais moi. J'essaye exactement de comprendre comment toi, tu peux parler. Ça s'appelle de la neuroscience.
Et après, il y a beaucoup d'aspects de la neuroscience. Tu peux regarder un tout petit morceau du cerveau avec que les cellules, les briques qui font, en gros, qui construisent ton cerveau. Tu peux regarder dans un ordinateur et tu peux essayer de recréer ce qui se passe dans ton cerveau. Ou tu peux regarder, peut-être juste penser à comment les choses s'organisent dans ta tête sans regarder dans le cerveau. Mais moi, je vais faire les deux. Je regarderai dans le cerveau et j'écouterai ce que tu me dis en même temps. Et c'est comme ça que j'étudie le langage. Merci. Bien sûr. Si vous avez d'autres questions, les enfants, à poser en direct, la scène est à vous, n'hésitez pas. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, 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 c'est bon. Ok, alors on va enchaîner sur la prochaine question. Ludo? Une question qui a intéressé les enfants et on comprend pourquoi. Quel est le salaire d'un scientifique? Alors, c'est une bonne question. Le salaire d'un scientifique, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend du pays dans lequel on vit. Ça dépend de l'avancement de notre carrière, où est-ce que nous sommes dans notre carrière. Ça dépend aussi du cadre dans lequel on fait de la science. Par exemple, si c'est de la science publique à l'université ou de la science privée en industrie. Par exemple, vous devez connaître Facebook ou Google. Donc, dans ce cas-là, les salaires varient du simple au quadruple, pour être honnête. Mais dans le cadre de l'académie, de la science publique comme nous faisons à l'heure actuelle, et en France, je peux vous dire qu'en début de carrière, un scientifique touche environ 2 000 € et en fin de carrière, il peut toucher jusqu'à 6 000 € s'il devient directeur de recherche. Après, donc c'est quand même pas, c'est un métier qui n'est, on va dire par rapport au niveau d'études demandées, qui n'est pas vraiment très très bien payé. Clairement, mais ce métier a d'autres avantages en nature qui sont par exemple que les voyages font partie du métier, ils sont pris en charge par des fonds de recherche, donc par exemple il est très facile de voyager, d'avoir des collaborations, il y a une flexibilité des horaires aussi qui est aussi assez unique, où on peut travailler un peu d'où on veut et avec un peu notre propre rythme. Donc, il y a ces avantages-là qui sont quand même assez uniques à la recherche, le voyage et la flexibilité des horaires. Et le salaire, c'est vrai qu'il est, voilà, il est ce qu'il est. Mais après, ça dépend vraiment voilà, d'où on travaille. C'est différent aux États-Unis et aussi en postdoc. En postdoc, on peut toucher un peu plus, pas jusqu'à 6 000, mais un peu plus on touche plus qu'en doctorat, parce que c'est aussi des métiers précaires. Donc, en France, les postdoctorats, des fois, peuvent avoir des bourses pour lesquelles ils sont assez bien payés, mais parce que ce sont des métiers de 3 ans. Donc, il faut prévoir l'avenir aussi. Mais là, on répond à la question du salaire d'un scientifique qui travaille dans l'académie, dans le cadre d'une université. Mais on peut aussi être scientifique et travailler dans l'industrie. On peut aussi être scientifique et travailler chez Google ou dans une start-up qui travaille sur le cerveau. Et là, ce sont des salaires qui sont d'un autre ordre de grandeur et qui reflètent plus les salaires qui existent dans l'industrie. Donc, il ne faut pas oublier que scientifique, c'est aussi un terme un peu global, mais on peut être scientifique et professeur d'université, mais on peut aussi être scientifique à l'extérieur de l'université et gagner mieux sa vie, potentiellement. Absolument. Prochaine question. À quoi ressemble ton quotidien de scientifique? Alors, on va dire avant la pandémie, déjà, parce que depuis, il a un peu changé. Mon quotidien de scientifique, eh bien, il va commencer par aller au laboratoire, rejoindre mes collègues de laboratoire, avec qui c'est important d'être. Pour être honnête, ça a été une difficulté de cette année, qui est que de ne pas avoir accès à mes collègues au quotidien a quand même un peu eu des impacts sur l'innovation. Parce que les rencontres un peu informelles avec mes collègues permettent aussi un échange d'idées un peu impromptu qui est nécessaire à la science et qui manquait beaucoup cette année. Mais pour revenir à mon quotidien, du coup, je vais aller dans un laboratoire dans lequel je partage un bureau avec un de mes collègues, Ludovic Bélier, ici présent. Et donc, généralement, on peut avoir par exemple un lab meeting qui s'appelle une réunion de laboratoire où pendant 2 heures, nous allons discuter par exemple, de où nous en sommes dans nos études, des patients que nous allons voir prochainement. Donc, c'est aussi des organisations, on va dire, du laboratoire, de la vie du laboratoire. Et généralement, nous aurons aussi une lecture, soit par quelqu'un du laboratoire, soit par un lectureur invité, un intervenant invité
d'un autre laboratoire ou d'un autre pays, etc., dans lequel, qui viendra dans notre labo nous montrer ses études. Donc, généralement, ça prendra 1 heure à peu près, où on discutera de ses idées, où on écoutera ce qu'il a à nous dire. Ensuite, si c'est une journée où je n'ai pas de participants, eh bien, je vais analyser mes données, c'est-à-dire que je regarderai les données que j'ai acquises sur d'autres participants et je vais commencer à essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc, je regarderai les données comportement, par exemple, quand Alice a parlé, ou je regarderai ce qui se passe dans le cerveau en même temps, des choses comme ça. Et puis, je vais aussi lire des papiers scientifiques pour essayer de rester sur un peu à jour de ce qui se fait dans mon domaine. Donc, je vais lire un peu les nouveautés sur le langage, par exemple, des choses comme ça. Et puis, si j'ai le temps, je vais écrire aussi un peu, écrire le papier sur lequel, par exemple, si j'ai des données à montrer, je vais commencer à rédiger des choses dessus, à organiser mes idées sur les résultats trouvés, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un jour au laboratoire. Mais si c'est un jour où on a des participants, eh bien, c'est un jour où, par exemple, on passera 3 heures avec un participant pour lui mettre les électrodes sur la tête, lui faire passer des tâches, etc. Qui se fait aussi au laboratoire. Nous avons nos propres laboratoires EEG. Et si c'est un jour avec des patients à l'hôpital, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais être ailleurs qu'à Berkeley, je peux être à San Diego ou ailleurs en Californie, et j'irai dans la chambre du patient et je le testerai toute la journée pour lui faire une batterie de tests qui correspondent à toutes les tâches de notre laboratoire. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, les scientifiques autour de moi. C'est justement un des attraits de ce métier, que c'est multicasquette et on apprend à faire plein de choses et c'est satisfaisant. Ça peut faire peur des fois de devoir savoir écrire, analyser des données, designer des expériences, communiquer en présentant des conférences pas dans sa langue natale, etc. Mais c'est justement, ça tire vers le haut et c'est super intéressant de ne pas faire la même chose tous les jours. On entend souvent dans le monde du travail qu'il y a une perte de sens parce qu'on ne fait qu'une seule tâche dans un processus sans voir le bout de la chaîne. Là, c'est un peu le contraire. Dans le métier de la science, on peut tout faire de A à Z, bien sûr avec des collaborations, parce que personne ne sait tout faire parfaitement, mais c'est justement l'intérêt d'aller chercher des collaborations pour renforcer tes points faibles et d'apprendre des autres de tes collègues. Donc ça, le côté varié de ce métier est un gros plus, je trouve. Et si on n'a pas de questions, Je voulais juste ajouter, une seconde, je voulais juste ajouter que pour le quotidien du scientifique, il y a aussi ce dont Anaïs parlait tout à l'heure, qui est le fait que, hors pandémie, on voyage aussi régulièrement pour aller présenter nos études, pour aller écouter ce que d'autres chercheurs dans d'autres pays du monde font. Alors, ce n'est pas chaque jour, mais c'est quand même régulièrement. Et c'est aussi un des aspects les plus sympathiques de ce métier, de pouvoir voyager, rencontrer d'autres chercheurs qui font la même chose à l'autre bout du monde et qui se posent les mêmes questions que nous et voir comment eux, ils essayent de répondre à ces questions. Alors, une question suivante, ça a déjà été un tout petit peu abordé avec l'idée de être scientifique dans le privé. J'aime la science, mais je ne veux pas être prof d'université. Quelles sont mes options? Alors, donc, attends, tu peux juste la répéter pour que je sois sûre? Pas être prof d'université, c'est ça? Quelles sont les options à part prof d'université pour faire de la science? Alors, il y a, comme disait Déborah aussi, il y a être ce qu'on appelle data scientist ou des choses comme ça. On peut travailler, par exemple, pour des industries donc, pour lesquelles on aura un projet scientifique défini et on peut continuer à faire de la recherche, c'est-à-dire appliquée, où on va continuer à avoir des données, on va continuer à analyser des données et à publier des papiers sans avoir à être dans un cadre universitaire au niveau du coup de l'industrie. Ça, c'est complètement faisable. Ça se fait même beaucoup. Ensuite, on peut aussi devenir ingénieur de laboratoire, par exemple. Ça reste de la recherche, mais aussi on est un peu plus dans la technique et la pratique au quotidien et on n'a pas à être professeur des universités. Après, si professeur des universités, ça veut dire donner des cours, c'est pas le cas non plus. On n'est pas, en tant que professeur des universités, on n'est pas obligé de donner des cours. Il y a des centres qui nous obligent, pour lesquels ça fait partie de notre travail, de notre emploi. On a un pourcentage
à donner en tant qu'enseignant, mais ça n'est pas le cas de tous les professeurs d'université. Il y a des professeurs d'université qui n'ont pas à donner d'enseignement. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, en plus, c'est pas obligatoire de devenir professeur. On peut aussi rester chercheur. Par exemple, en France, on peut rester chercheur dans une équipe. On n'a pas besoin d'avoir sa propre équipe. Donc, on peut rester chercheur au sein d'une équipe sans être professeur universitaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées de comment être chercheur en dehors de la professeur, mais ouais, ok. Ok, on va passer à la question suivante. Quel avis donneriez-vous à une jeune fille qui veut avoir une carrière en sciences? Est-ce que vous avez des conseils? Alors moi, je dirais, vas-y, déjà, ça c'est mon avis, parce que c'est important, on a besoin de diversité, donc on a besoin de filles, on a besoin de gens de différentes origines, différentes ethnicités, etc., parce que vraiment, c'est vraiment un ajout important à la science. Donc, je dirais, oui, vas-y. Et aussi, les temps ont changé quand même, donc malgré les difficultés au quotidien qu'on peut avoir et évidemment, si on ne parle pas de cas extrêmes, maintenant, il y a quand même, un soutien qui est fait que pour les filles et les autres minorités en sciences, où on se sent moins seul. La preuve est qu'on peut en parler librement maintenant, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu, qu'il peut y avoir des difficultés en tant que femme en sciences. Donc c'est complètement faisable. La chose qui est vraiment importante, c'est de trouver un bon mentor. C'est hyper important. C'est que quand on commence la science, il faut qu'on se sente à l'aise avec les personnes avec qui on va faire la science. Parce que la science, c'est un travail qui est long, qui est lent, qui peut être frustrant quand même de temps en temps, parce que c'est difficile de garder des fois le cap. Et donc, il faut être bien entouré. Bien entouré par les collègues avec qui on travaille au quotidien et par le directeur de laboratoire, par votre supérieur. Vous devez vous sentir à l'aise avec cette personne. Avoir un mentor avec qui vous pouvez parler de tout et vous vous sentez à l'aise, c'est la clé du succès pour moi. Donc, le vrai conseil, ce serait d'être sûr de se sentir à l'aise là où on est et d'y aller. Il y a aussi beaucoup maintenant de choses qui sont faites en discrimination positive pour aider les filles à avancer dans leur carrière de la même façon que les hommes. Donc, moi, je pense que c'est un bon risque à prendre. Vous avez d'autres conseils? Oui, moi j'ai un autre conseil qui est de savoir trouver ses forces, savoir trouver nos propres qualités. Il y a des gens qui sont très forts en mathématiques et qui vont être très forts pour faire des analyses. Il y a d'autres personnes qui vont être très créatives et qui vont avoir des bonnes idées d'expérience, des idées originales pour répondre à des questions originales. Et il faut comprendre que on ne peut pas toujours être le plus fort dans tout, on ne peut pas être le meilleur dans tout, mais il faut trouver ses propres forces et savoir les utiliser et aussi pour compenser peut-être les domaines dans lesquels on est moins bon, savoir trouver des gens avec qui travailler. Comme disait Anaïs tout à l'heure, la science, c'est une question d'équipe. On peut faire de la science tout seul, mais c'est beaucoup moins drôle. Et quand on est plusieurs, eh ben, on peut se compléter. Il y a peut-être quelqu'un qui aime mieux, qui est plus doué pour écrire les résultats et les présenter de façon intéressante, quelqu'un qui est plus doué pour analyser, quelqu'un qui va avoir une bonne idée d'expérience. Si on travaille ensemble, on est plus fort. Donc, un de mes conseils, ce serait savoir reconnaître ses propres forces et ne pas avoir honte d'aller demander de l'aide et de s'associer à d'autres personnes pour travailler ensemble. Oui, merci. Y a-t-il des sujets pour lesquels les filles sont plus douées que les garçons ou les garçons plus doués que les filles? C'est une bonne question. Et alors, je ne pense pas qu'il y a des domaines dans lesquels les filles ou les garçons soient plus doués, mais je pense qu'il y a des attraits qui sont différents. À l'heure qu'il est, si on parle des chiffres actuels en sciences, on peut voir que la proportion de femmes est plus grande dans des disciplines comme la psychologie, des choses comme ça, et il y a plus d'hommes dans des disciplines comme la physique ou les mathématiques.
la biologie est un peu 50-50. Il y a autant de filles ou de garçons quand on parle bien sûr au niveau du début par exemple en doctorat. Donc en fait, c'est plutôt, il y a des domaines dans lesquels les gens se sentent plus à l'aise que d'autres, mais ce n'est pas une histoire d'être doué ou pas. C'est un peu aussi une histoire de la société, de la façon dont elle est créée aujourd'hui, dans lesquels on va associer les femmes avec des métiers qui sont plus dans le soin, dans l'émotion, les choses comme ça, et les garçons dans des choses plus logiques, c'est-à-dire mathématiques et physiques. Donc, c'est un peu la façon dont la société est construite qui nous donne cette image pour laquelle les garçons seraient meilleurs que les filles dans des domaines ou plus doués que les filles dans les domaines. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas basé sur aucune étude scientifique. Il n'y a pas une différence biologique qui fait que les garçons seraient soudainement meilleurs en mathématiques que les filles. C'est plutôt la façon dont la société est structurée. Donc, si les filles sont intéressées en mathématiques, elles ont autant de chances que les garçons d'être douées en mathématiques et de pouvoir faire des études en mathématiques. Donc, c'est vraiment important de faire une dissociation entre ce qu'on voit, les proportions actuelles qui montrent bien sûr plus de garçons que de filles, par exemple en mathématiques, et ce qui est la vérité des faits, qui est qu'en fait, il n'y a pas de genre pour lesquels une spécialité est meilleure qu'une autre. Et ça va dans les deux sens. Ça va aussi dans le sens où les garçons, eux, peut-être, sont aussi intéressés dans des métiers plus du soin, comme être infirmière ou même étudier la psychologie, mais ils iront peut-être moins volontiers dans ces domaines-là parce qu'ils auront peur d'être vus comme quelque chose d'autre. Donc, c'est aussi très important de voir qu'il y a la façon dont la société labelle, donc étiquette les métiers, en fait, force les genres, les garçons et les filles, à rentrer dans ces étiquettes, alors qu'en fait, elles sont basées sur rien d'autre qu'une société. Alors, avant de passer à la question suivante, est-ce qu'on a une question du public? C'est l'occasion, il nous reste à peu près 10 minutes. Ouais. N'hésitez pas à en poser dans le chat ou en levant la main. On va passer à la question suivante. En attendant, comment stimuler l'intérêt pour la science chez les enfants? C'est une bonne question. Donc, moi qui n'ai pas d'enfants, j'ai peut-être un peu plus de difficultés que vous, qui avez des enfants. Comment vous stimulez vos enfants au quotidien? Mais je pense qu'en fait, c'est une sorte d'éveil de l'intérêt. Je dirais que c'est important de les laisser poser des questions. C'est de les laisser poser des questions, d'y répondre, de prendre le temps d'y répondre, et aussi je dirais de développer leur curiosité. Ça paraît peut-être un peu générique à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, cette curiosité est très importante. C'est-à-dire que s'ils posent des questions de pourquoi est-ce que c'est comme ça, eh bien, c'est important des fois dire qu'on ne sait pas. C'est important de dire qu'il y a des choses à découvrir. Et je pense que c'est cet éveil de la curiosité qui fait le tout. Et aussi, justement, comme on parlait des genres, de les développer de les laisser un peu aussi, on va dire, découvrir plusieurs mondes. C'est-à-dire que les filles doivent aussi jouer avec des objets qui sont plus pour les gars titrés comme pour garçons et l'inverse. C'est-à-dire que c'est important, je pense, aussi de développer différents aspects qui sont autant, par exemple, le soin que la physique. Par exemple, comment jeter une balle ou des choses comme ça, qui sont aussi des choses qui peuvent développer des intérêts différents que les filles et les garçons peuvent avoir. Donc, je pense vraiment que c'est cette curiosité qui est importante, de montrer qu'on peut poser un problème et il y a des façons d'y répondre. De montrer qu'en fait, il y a toujours des façons de répondre, même de leur proposer de développer des solutions. Alors pourquoi, si tu penses qu'il est comme ça, comment est-ce que Enfin, voilà, leur poser des questions et leur faire un peu développer cette idée eux aussi peuvent mettre en route des mécanismes de comment répondre à des questions. Et ce processus, en fait, d'hypothèses et réponses, c'est ça être un scientifique. C'est pouvoir poser des questions, donc avoir assez de compréhension de ce qui est maintenant la connaissance actuelle et de pouvoir en gros poser des questions et savoir comment y répondre. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont finalement assez faciles au quotidien. C'est des choses qu'on fait au quotidien et c'est ce qu'on disait dans la vidéo aussi par rapport aux bébés. Les bébés, c'est ce qu'ils font. Ils vont juste explorer. Ils vont prendre des objets, ils vont les mettre à la bouche, ils vont les jeter, ils vont voir le bruit que ça fait, la texture. Et tout ça, en fait, cette exploration, c'est des choses qu'il faut essayer de garder et je pense de chérir au quotidien pour pouvoir développer des qualités de scientifique. Ouais, tout à fait. On pourrait presque en fait reformuler la question comme comment ne pas tarir l'intérêt pour la science chez les enfants, Exactement. parce qu'il est là dès le départ. Et quelque chose que j'ai observé, c'est que
il y a par exemple des fois, en tant que parent, on peut être amené à nos propres incertitudes quand un enfant, ou manque de connaissances, quand un enfant nous pose une question. Et le plus important, je pense, c'est de ne pas faire honte à l'enfant en lui disant «Mais pourquoi tu poses cette question? C'est pas malin de dire ça», ou juste «parce que», et de couper net le raisonnement, mais toujours inviter à plus de questions, ce qui demande de la patience et de prendre sur soi. Des fois, on ne sait pas tout, comme tu disais. Ça évite de justement faire adopter à l'enfant une attitude de «Non, mais je vais arrêter de poser des questions». Je pense Et que c'est il y a important de aussi, dire qu'on ne sait pas. C'est ouais, important de dire et qu'il y a des aussi, choses qu'on ne sait pas. Et c'est pas grave de ne pas savoir, parce que c'est aussi un problème en science, c'est que beaucoup de gens n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Mais moi, j'ai tendance à dire que le plus j'en sais, le moins j'en sais. Et c'est important de dire qu'on ne sait pas. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose, en tant que parent, on n'a pas la réponse à tout. En tant que professeur, on n'a pas la réponse à tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est important aussi de développer ça et d'enlever cette sorte de culpabilité ou de honte qu'il peut avoir à ne pas savoir. Parce que c'est important. Et si on ne sait pas, on pose des questions et c'est comme ça qu'on sait. C'est important, je pense. Donc, il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas si... Dis-moi, Déborah. Nous avons encore des questions, donc ce sera peut-être la dernière. Anaïs et le reste de l'équipe, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail de scientifique? C'est une bonne question. Ben alors, j'aime beaucoup... c'est difficile à dire, il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est la collaboration. Ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. J'aime en fait avoir des idées, pouvoir les partager avec mes collaborateurs et pouvoir, en gros, voir des choses comme je n'y avais pas pensé avant. Développer des idées en groupe, poser des questions et répondre à des questions en groupe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'ai la chance d'avoir toujours travaillé dans des laboratoires avec qui j'ai toujours aimé mes collègues, et du coup, pour moi, c'est très important d'aimer aller le matin au laboratoire, d'avoir des questions à poser et de développer des idées de la sorte. Après, évidemment, un attrait de la science reste le côté voyage, qui est aussi fantastique, de pouvoir voyager, de pouvoir avoir des collaborations à l'étranger, de voir comment les choses sont faites dans un autre pays. Voilà, c'est toujours dans ce côté d'échange, que ce soit au sein de mon laboratoire ou avec des gens à l'autre bout du monde. Ça, ce sont des choses que j'aime beaucoup dans mon métier. Et après, j'avoue que le côté innovation, de savoir qu'en fait, à l'heure qu'il est, on est en train de paver la route à des connaissances qui n'ont jamais été vues avant, jamais été faites avant, ou du coup, on est dans la pointe d'un domaine où personne connaît mieux que nous ce domaine, où on est justement en train de faire le chemin pour que les autres puissent suivre. C'est quand même un côté assez fascinant de savoir qu'on sait des choses voilà, on maîtrise des choses dans notre tout petit domaine, mais qui sont des choses qui peuvent servir à une plus grande échelle plus tard. C'est quand même aussi ce côté... voilà, augmenter les connaissances, les mystères, les connaissances de la vie, petite brique par petite brique, c'est quand même quelque chose qui est très encourageant et très stimulant au quotidien en tant que scientifique. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Ouais, ok. On est d'accord sur ça. Ok. Du coup, il nous On arrive reste... à la fin de notre session. Ouais, il nous reste Ouais, 1 minute, ce qui est peut-être pas une assez pour minute. poser une autre question. Mais en tout cas, c'est assez pour te remercier, Anaïs. Merci beaucoup de cette présentation et de tes réponses à toutes nos questions. Et Avec merci. plaisir. Et je voulais juste souligner, vu qu'on a encore 1 minute, que donc ça, c'était une version donc, pour les enfants au niveau des biais de genre, mais on a quand même on a travaillé sur une version adulte des biais de genre sur un papier scientifique que nous avons rédigé avec beaucoup de scientifiques autour du monde. Atina et moi-même sont premiers auteurs d'un papier qui comporte 45 auteurs, dont Déborah et Ludovic, sur les biais de genre en académie, où on essaye en gros, de démêler les différents aspects des biais de genre en sciences et d'y répondre avec des suggestions de comment, en gros, soigner ces biais, comment les faire disparaître au niveau de l'individu, de l'institut et de l'académie. Donc, ce sont des choses quand même assez importantes. Et on a essayé de faire un gros papier là-dessus pour faire en sorte que les gens aient un peu une sorte
liste des choses qui peuvent être faites au niveau d'un laboratoire pour diminuer les biais de genre et qui peuvent aussi s'appliquer à d'autres minorités. Mais donc, ce serait un peu une sorte de liste de choses à faire pour s'assurer que les laboratoires respectent quand même des choses pour que les garçons et les filles et évidemment toute autre minorité se sentent bien au niveau du laboratoire. Donc voilà, je pense que c'est important à souligner. Du coup, je pense que, je ne sais pas si OK, je vois qu'il nous reste 1 minute, OK. En tout cas, je voulais aussi remercier tous les participants qui sont venus ici, toutes les questions qu'on a eues et aussi tous les intervenants et aussi tous les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui ont regardé la vidéo en classe ou chez eux. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.